Patrick Bécaud, vous avez écrit le livre Le Canada dans les guerres en Afrique centrale. Pourquoi avoir écrit ce livre-là d'abord? Pour moi, c'était d'abord pour essayer d'éclairer un peu l'opinion publique sur l'implication d'un acteur qui n'est souvent pas cité dans les grands conflits. C'est un acteur insoupçonné dont le rôle est beaucoup plus dévastateur qu'on le croit. Donc pour moi, il était important de mettre à la lumière du jour l'implication de cet acteur-là dans la déstabilisation des Grands Lacs, ce qui permet aussi d'éclairer sur son implication dans d'autres champs. Dans d'autres champs d'action de par le monde, parce qu'il n'y a pas que les Grands Lacs, il y a l'Irak où nous ne sommes pas allés officiellement, mais nous y sommes. Nous avons d'ailleurs apporté l'aide la plus importante à la coalition autour des États-Unis. Et aujourd'hui, on a parlé de la Libye récemment, mais pour moi, il était important surtout d'éclairer sur son implication dans les Grands Lacs, parce que ce conflit qui est aujourd'hui encore incompris de la plupart des gens est l'un des conflits le plus meurtrier aussi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est 7 millions. Ouais, 7 millions de morts et on n'en parle pas beaucoup. Et on parle souvent des mêmes acteurs, les États-Unis, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, mais on ne pointe pas souvent en direction du Canada. Or, il suffit de regarder de très près pour se rendre compte que cet acteur-là joue un rôle beaucoup plus dévastateur et très important. Et ces multinationales continuent de jouer encore un rôle très important dans l'affaiblissement de l'État congolais et la déstabilisation de toute la région. Et ça date de quand, selon vous, à peu près, l'implication du Canada? L'implication du Canada, on peut la situer à partir des années 90. À la fin de la guerre froide, les Américains ont décidé de redéfinir la carte géopolitique de la région, des Grands Lacs, donc en Afrique centrale. Et les Canadiens se sont greffés à la politique américaine dans la région. Donc les États-Unis avancent avec un acteur qui est moins connu des acteurs que nous connaissons déjà, et cet acteur c'est le Canada. Donc c'est à partir de 90 que le Canada s'implique, à partir du Rwanda, parce que tout va partir du Rwanda, et du Rwanda partira la déstabilisation du Congo qu'on appelait à l'époque le Zaïre. Mais avant ça, bon, le Canada a quand même été impliqué là, dans l'arrestation de Lumumba. Oui, ça c'est d'ailleurs, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tantôt, c'est un acteur insoupçonné. Quand vous lisez un peu sur l'assassinat de Lumumba, il y a une documentation pléthorique sur l'implication des Belges et des Américains, notamment de la CIA. Aujourd'hui, on parle aussi de la Grande-Bretagne. Mais l'implication du Canada était vraiment méconnue de beaucoup de gens. Et ça, c'est la réaction que j'ai eue de la plupart des gens, c'était « Non, mais non, le Canada n'était pas quand même impliqué ». Et quand j'explique surtout que c'est un officier canadien qui a permis son arrestation et après son assassinat, ça surprend. Donc en 1960, le Congo est en pleine crise. Le Premier ministre Patrice Emery Lumumba demande aux Nations Unies de dépêcher une mission, c'est-à-dire une mission de maintien de la paix, pour essayer de restaurer la stabilité du pays. Parce que Lumumba, je pense que c'était le premier qui était élu Premier ministre élu démocratiquement au Congo. Voilà. Et il a été déstabilisé par la Belgique qui ne voulait pas lâcher le Congo, donc la poule aux yeux d'or, quand on sait les ressources dont regorge le pays. Et donc quand le 30 juin, c'est l'indépendance, les Belges sont offusqués parce que Lumumba tient un discours qui est très nationaliste et qui n'est pas surtout insultant à l'égard des Occidentaux, notamment de la Belgique. Il dit simplement que nous allons traiter d'égal à égal, État ami, ce n'est plus le colon et le colonisé. Mais ça ne plaît pas et quelques jours après, on déstabilise son gouvernement. Et donc, pour faire face à cette déstabilisation extérieure, soutenue par la Belgique, Lumumba demande la mise en place d'une mission de maintien de la paix. Mais il insiste pour avoir des troupes afro-asiatiques. Le secrétaire général de l'ONU de l'époque refuse. C'est comme cela qu'il y aura des troupes canadiennes qui vont se retrouver dans la mission des Nations Unies au Congo. Et c'est à partir de cette mission que les Canadiens vont coordonner la politique déstabilisatrice de la Belgique contre le Congo de Lumumba, ce qui emmènera même à son assassinat. Il y avait à l'époque, vous mentionnez dans votre livre, une espèce de triumvirat entre les Belges, les Canadiens, au niveau des institutions financières et des minières. Oui, tout à fait, parce que il y a un fait qu'on ne relève pas trop souvent dans ce conflit, c'est l'implication aussi, ou bien cette guerre d'intérêts. En fait, à l'époque, il y a déjà tellement d'intérêts miniers à l'époque, des intérêts américains, britanniques, belges à l'époque, et même suédoises, qui concurrençaient les compagnies belges qui exploitaient le Congo. Donc il y avait une conjonction d'intérêts. Et
ses intérêts ont milité ardemment pour la déstabilisation et voire l'élimination de Lumumba, parce que Lumumba voulait en fait restaurer une certaine dignité chez le Congolais et éviter surtout une exploitation sauvage du pays. Et il le dit dans un discours, il dit la déstabilisation du pays ou même les sécessions qu'on observe dans certaines régions qui sont des régions qui étaient des régions minières, donc très, très riches en ressources naturelles, sont suscitées de l'extérieur par des compagnies qui exploitent la région. Donc pour Lumumba, c'était très clair. Et il est frappant de constater en fait cette clairvoyance à l'époque, parce que ce n'est pas évident, nous sommes dans les années 60 et vous avez un dirigeant qui dit, qui n'a pas fait des grandes études, hein, mais qui est capable de faire une analyse très claire de la situation en disant que tout ce qui se passe, ce sont les multinationales qui sont en arrière-plan, soutenues par leurs pays respectifs. Et c'est encore ce qui se passe. Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui au Congo, malheureusement. Ben, vous mentionnez justement une étude de l'ONU qui est parue en 2001, justement, qui parle du financement des mouvements rebelles. Le premier rapport des experts des Nations Unies sur le pillage du Congo, qui est très explicite et qui parle d'un pillage très brutal des ressources du pays par le Rwanda, l'Ouganda, voire le Burundi. Mais ces pays, en fait, servent de sous-traitants à des grandes puissances qui sont à l'arrière et à des multinationales puissantes qui sont ici en Occident. Justement, parlons du Rwanda, parce que vous dites que bon, c'est important de comprendre ce qui s'est passé là-bas pour comprendre le conflit actuel. On ne peut pas comprendre la crise congolaise, la situation dans les Grands Lacs, si on n'a pas un regard braqué sur ce qui s'est passé réellement au Rwanda. Je parlais tantôt du changement de cap américain après la guerre froide. Donc les Américains vont décider de mettre la main sur les ressources de la région des Grands Lacs, notamment du Zaïre, mais aussi du Soudan, c'est important. Et à l'époque, les Grands Lacs sont quand même une chasse gardée de la France. Même si au Zaïre, le président Mobutu était porté au pouvoir par les Américains, il n'empêche qu'au fil des ans, il s'est beaucoup plus rapproché des Français, parce qu'il était lâché par les Américains. Et donc, dans les années 90, les États-Unis décident de redéfinir la carte géopolitique de la région. Et donc, tout partira du Rwanda. Et on va prendre des troupes Tutsis formées en Ouganda, qui sont battues en Ouganda avec le président Yoweri Museveni, donc le président ougandais, des troupes Tutsis qui se sont battues avec lui, qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. On va utiliser ces troupes-là pour déstabiliser le Rwanda, parce que ces troupes-là étaient composées en fait d'éléments Tutsis rwandais. Et l'un d'entre eux est l'actuel président du Rwanda, le président Paul Kagame, qui a été formé dans une école militaire américaine. Donc le 1er octobre 1990, le Rwanda est déstabilisé par une rébellion venue de l'Ouganda, mais soutenue par les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël, y compris aussi le Canada. Et quand on déstabilise la région, encore une fois, les Nations Unies interviennent pour essayer de, soi-disant, instaurer la paix. Et c'est un officier canadien, le général Robert Dallaire, qui va commander la mission des Nations Unies officiellement, alors qu'officieusement, il avait un agenda caché qui rencontrait le besoin américain de déstabiliser en fait le Rwanda qui avait un président pro-français. Et donc on va renverser ce président pro-français, on va le tuer en fait dans un attentat, ce qui va provoquer le génocide rwandais dont on parle souvent. Et une fois le Rwanda déstabilisé, les troupes venues d'Ouganda s'asseyent au Rwanda, prendre le pouvoir en fait. Maintenant, de là va partir la déstabilisation du Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Et donc, on va toujours utiliser l'argument de la présence à l'est du Congo des réfugiés Hutus qui auraient soi-disant commis le génocide pour envahir le Congo. Or, dès qu'on envahit le Congo, très vite on se rend compte qu'il n'est même pas question des soi-disant génocidaires, mais des contrats miniers, parce que dès que les rebelles avancent en signant des contrats avec des compagnies minières étrangères, dont des multinationales canadiennes. Est-ce que vous pouvez en nommer quelques-unes? Il y avait des compagnies comme l'AMFI, qui est la plus connue, qui avait signé un contrat dès la chute de Goma, et qui est dirigé par Jean-Raymond Boule, qui était un proche du clan Clinton. Il y a Barry Gold, qui avait signé un contrat avec le gouvernement zaïrois, mais une fois la guerre déclenchée, va tourner sa veste et financer les rebelles. Donc en fait, Barry Gold va jouer sur les deux camps, histoire de voir qui va remporter le conflit et puis continuer à faire affaire avec. Mais il y a d'autres multinationales comme Banro, aujourd'hui il y a Banro qui est là, il y a London aussi, qui a financé la guerre, donc il y a une multitude de compagnies minières comme ça, qui ont financé la guerre. Il y a même des gens, les émissaires des rebelles sont venus ici, ils étaient à Toronto,
où on leur a accordé des fonds pour poursuivre la guerre, pour le camp de leur maître rwandais, mais eux-mêmes soutenus par des multinationales occidentales. Au fond, ça démontre bien ce que vous dites, comme quoi la politique étrangère canadienne est dictée par les grandes sociétés financières et puis leurs partenaires tout à fait. Tout à dans fait. l'exploitation. Ouais, c'est très clair parce que, d'ailleurs, il y a un responsable canadien qui l'a dit, hein, la politique canadienne et même occidentale, quand vous allez dans la plupart des pays occidentaux, vous vous rendez compte que la politique étrangère s'oriente en fonction des intérêts privés. Pas des intérêts des peuples, mais des intérêts privés. Et dans notre cas, dans le cas du Canada, qui est un pays qui est une grande puissance minière, la politique étrangère est orientée en fonction des intérêts miniers canadiens. Il semblerait, en tout cas à mon avis, on n'entend pas souvent parler de ça dans la couverture médiatique. Qu'est-ce que vous pensez de la couverture médiatique, justement, de ce qui se passe au Congo dans les médias canadiens et québécois? D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui m'a poussé à écrire le livre, c'est aussi la couverture médiatique. Quand on présente les événements du Congo ou même des événements importants sur l'Afrique, c'est toujours de manière biaisée. On dit à l'opinion publique qu'il s'agit d'une guerre interethnique. On nous parle du génocide rwandais sans toujours expliciter clairement ce qu'il en est, quels sont les intérêts derrière, c'est quoi les imbrications d'intérêts et tout ça. On nous dit toujours que ce sont des Africains qui sont entretenus comme des barbares. On ne dit pas que dans les zones de conflit, on ne dit pas que les zones de conflit sont souvent des zones qui renferment de ressources naturelles. Et c'est toujours comme ça. Et dans le cas du Canada, c'est encore très grave parce que tout est faux en fait dans la couverture médiatique. On parle du Rwanda jusqu'au Congo, c'est pareil. Et en fait, aujourd'hui, c'est le culte de général Roméo Dallaire. Ça, c'est un exemple patent. Le général Dallaire, qui est considéré comme un héros ici, on a fait un film sur lui, alors que ce monsieur a soutenu un camp et ce camp est à l'origine de ce génocide. Donc, des gens comme Dallaire sont des criminels qu'on devrait arrêter, mais ils sont censés dans les médias canadiens. Donc, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Il y a des faiseurs d'opinion qui sont là pour nous conditionner, pour conditionner l'opinion publique à ne pas comprendre les enjeux sous-jacents, les enjeux qui profitent à une minorité de privilégiés dans ce pays et dans le monde occidental en général. Vous parlez aussi des termes que l'on emploie comme dictateurs. Souvent, quand on parle des dictateurs dans les pays... Ça me fait rire parce que je ne dis pas qu'il n'existe pas de dictateurs en Afrique. Moi, je pense que c'est aux Africains de déterminer qui est dictateur et qui ne l'est pas. Étrangement, en Occident, les dictateurs sont souvent des gens qui travaillent pour leur peuple. Moi, je pourrais dire aussi que Bush est un dictateur. Je pourrais dire aussi qu'Obama est un dictateur ou notre Premier ministre est un dictateur. Je ne pense que ça ne passera pas dans les médias. Mais il y a une facilité aujourd'hui de traiter les dirigeants africains de dictateurs, de dire, bon, celui-là est un dictateur, il est méchant. Et pourtant, en Afrique, il y a des tyrans qui sont soutenus ici en Occident, par les Occidentaux, et qu'on ne traite pas de dictateurs, on ne dit rien sur eux. Tantôt, bon, il y a un problème des droits humains, mais ça va, ça s'arrête là. Kagame, le président du Rwanda, qui a massacré des millions de Congolais, des centaines de millions de Rwandais, a été accueilli ici au Canada, des universités qui lui décernent des prix honorifiques. C'est très grave. Et dans les médias, il était chouchouté. Donc, c'est clair qu'il y a une manière, il y a cette manière dans les médias occidentaux de toujours chercher à imposer une narration de l'histoire qui n'est pas celle des Africains. Et aujourd'hui, il y a des Africains qui commencent à contester cela et on ne peut plus permettre à des faiseurs, à des diseurs de bonnes aventures de venir raconter l'histoire des Africains aux Africains comme si les Africains ne connaissaient pas leur histoire. Est-ce que, dans le fond, il y a une certaine idéologie un peu néocoloniale? Oui, c'est une idéologie néocoloniale. C'est d'ailleurs un chapitre de mon livre, Le terrorisme intellectuel et l'occultation médiatique, où on vient, on vous déstabilise et puis on vous raconte l'histoire de votre déstabilisation en occultant en fait les véritables acteurs, ceux qui sont en arrière-plan. On met de l'avant des marionnettes africaines et puis on dit, bon voilà, ces gens qui sont entretenus, et c'est toujours comme ça, c'est le cliché qui reste. Et donc, le simple Canadien, le simple Américain français n'a toujours pas en fait le portrait clair et net des réalités africaines.
Et cela profite encore une fois à cette minorité de privilégiés que je traite souvent des voyous, parce que ces gens sont des voyous. Vous avez un chapitre aussi qui s'intitule l'apartheid judiciaire en Afrique des Grands Lacs, et vous parlez de Louise Arbour. Oui, qui est une... Mais ça rejoint ce que nous disions tantôt. Louise Arbour c'est une ancienne juge canadienne à la Cour suprême du Canada. Et cette juge est un exemple pour beaucoup d'étudiants en droit ici. Elle a reçu des prix, elle a travaillé pour les Nations Unies. Or, Madame Arbour était procureure au tribunal pénal international pour le Rwanda et elle a occulté un rapport des experts des Nations Unies, de l'ONU, qui pointait Paul Kagame et ses hommes comme étant les responsables de l'attentat qui est considéré aujourd'hui comme l'élément déclencheur du génocide. La même dame a occulté un rapport des Nations Unies, des experts de l'ONU, qui accusaient les soldats croates soutenus par les Américains dans la guerre dans les Balkans. Mais vous avez une dame comme ça, cette dame-là, elle est considérée comme une grande juge, une grande personnalité dans le domaine du droit. Elle est très admirée dans les médias, et c'est elle qui vient faire la leçon. Donc, des personnes comme ça devraient être mises en prison. Donc, c'est pas de l'ignorance, là. Non, c'est pas de l'ignorance. Il faut considérer aujourd'hui les grands médias, qu'on appelle les médias mainstream, comme le bras exécutant des pouvoirs de l'argent. Parce qu'après tout, quand vous regardez un peu à qui appartiennent ces médias, très vite vous vous rendez compte que ces médias appartiennent à des grands groupes privés qui ont besoin des guerres et des souffrances pour entretenir leur fortune. Est-ce que la justice internationale est juste? Quand on regarde ça, il semblerait que c'est fait, les tribunaux spéciaux sont faits uniquement pour les non-occidentaux. Non, moi j'ai toujours dit, la justice internationale n'existe pas. Il existe de justice occidentale. Moi c'est comme ça que je le vois, c'est une justice occidentale internationalisée. C'est-à-dire que jamais on ne poursuivra George Bush pour ses mensonges et pour tous les crimes en Irak. Pareil pour Bill Clinton pour ses crimes dans la région des Grands Lacs ou dans les Balkans, ou même Tony Blair et tout ça. Donc c'est une justice qui a été mise en place pour sanctionner des dirigeants qui sont hostiles aux intérêts occidentaux ou que les Occidentaux n'apprécient pas pour leur prise d'opposition. La guerre commence en Libye, tout d'un coup la Cour pénale internationale saute et dit bon, on va lancer un mandat d'arrêt pendant qu'on massacre des gens allègrement à l'est du Congo et cette justice ne voit rien. On a lancé un mandat d'arrêt contre le président Omar al-Bashir, le président du Soudan, simplement parce que ce monsieur fait affaire avec les Chinois. On menace de lancer un mandat d'arrêt contre monsieur Bachar el-Assad, alors qu'il est agressé par les terroristes soutenus par l'OTAN. Qui sont liés à Al-Qaïda et qu'on prétend combattre. Donc nous sommes dans cette logique. Et je pense pour les Africains, les pays africains devraient se retirer de la Cour pénale internationale. D'autant plus que les États-Unis n'ont jamais ratifié le protocole de Rome. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions très simples. Comment se fait-il qu'un pays comme les États-Unis, qui n'a pas ratifié ce protocole, se révèle être aussi le pays qui le finance le plus et qui peut utiliser la Cour pénale internationale à travers le Conseil de sécurité pour régler ses comptes avec des États jugés voyous par l'administration américaine. Voyez-vous? Donc la justice internationale n'existe pas. Nous avons une justice occidentale internationalisée. Donc cette justice n'est internationale que le nom. Ouais. Ben, c'est comme quand les États-Unis décident qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Qui sont-ils au niveau... Mais qui sont-ils? Pour qui se prennent-ils? Et qui a même dit que c'est la première puissance mondiale? C'est-à-dire, ils sont dans leur propre... c'est leur propre narration de l'histoire. Et donc, je pense que nous devons à un moment donné nous soustraire de cet impérialisme intellectuel qui consiste à imposer au monde entier une vision des choses qui n'est pas la leur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, à un moment donné, il faut refuser cela. Et je pense qu'il est de la responsabilité, non seulement des Africains, mais de tous les peuples qui veulent un monde meilleur, de refuser un peu cette manière de faire les choses. Parce que on parle de l'Afrique, mais je pense aujourd'hui que l'impérialisme ne s'attaque pas qu'aux Africains, même aux populations occidentales, qu'on est en train de paupériser à souhait. Une population, on impose
des mesures drastiques aux populations occidentales pour enrichir des banquiers et tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les luttes aujourd'hui, la lutte ou les luttes qui doivent être menées, c'est une lutte des peuples contre des élites qui tiennent à maintenir les populations dans un état plus que second, pourrais-je dire. Donc aujourd'hui, je dirais même que les populations occidentales doivent beaucoup s'inspirer de ce qui se passe dans le Sud, en fait, en termes de lutte pour se sortir de ce carcan, parce que cette population est tellement endoctrinée qu'elle ne se rend même pas compte de sa propre condition. Voyez-vous? Donc nous en sommes là, et je pense que les choses vont changer, parce qu'il y a quand même une certaine prise de conscience qui arrive. Et le Kenya a décidé, par exemple, de se retirer de la Cour pénale internationale, c'est un pas. Il y a plusieurs chefs d'État africains qui ont décidé aussi, qui ont été très critiques envers la Cour pénale. Mais j'espère que ce n'est pas seulement de la critique simple parce que la Cour pénale s'attaque à des dirigeants, à certains dirigeants. Et si on doit vraiment rompre avec l'impérialisme, il faut rompre avec l'impérialisme judiciaire de la Cour pénale internationale, l'impérialisme monétaire de FMI de la Banque mondiale et l'impérialisme monétaire du Conseil de sécurité, parfois manipulé par les États-Unis. Mais en même temps, est-ce que c'est pas... parce que c'est quand même... Ouais, ben, non, mais oui et non, dans un sens. C'est parce que là, bon, vous parlez du FMI. Kadhafi, justement, voulait... former une espèce de banque, tout à fait, une banque africaine pour contrer l'influence du FMI. Et bon, on sait ce qui lui est arrivé. Non, je pense aujourd'hui que ce qui est arrivé... Est-ce qu'on peut vraiment se mesurer à l'impérialisme? Je pense que l'Amérique latine est en train de réussir quelque chose. Et nous pouvons nous inspirer de ce qui se passe en Amérique latine. Bon, les cas sont peut-être différents. L'Amérique latine, ce n'est pas l'Afrique. N'empêche que l'Amérique latine a fait face à l'impérialisme de la même manière que les Africains. Et nous pouvons nous en inspirer. Il faut d'abord que les Africains arrivent à parler d'une seule voix. Dans le cas contraire, il faut isoler des États qui servent de sous-traitants à des intérêts impériaux, je pourrais dire. Donc, on peut partir de là. Et je crois qu'on peut renverser l'impérialisme. Parce que dans la narration des impérialistes veulent que nous croyions que nous pouvons mettre fin à ce système. Donc, nous devons croire que le système est tellement gros, sophistiqué, qu'on ne peut vraiment renverser quoi que ce soit. Mais moi, je crois qu'avec la volonté des peuples, une certaine prise de conscience, une certaine conscience historique, on peut renverser les choses. La Libye est un exemple, on a déstabilisé la Libye, on nous a montré ce que le temps voulait nous montrer. On ne dit pas aujourd'hui, on ne parle pas des luttes, ou de la lutte qui s'organise au niveau de la Libye. Ils n'arrivent pas à contrôler la Libye parce que les Libyens n'en veulent pas. Bon, ils veulent instaurer le chaos, mais pour combien de temps? Ils étaient en Irak, ils sont en train de quitter. Ils étaient en Afghanistan, les Afghans qu'on nous présentait comme des gens qui vivent dans les montagnes sont en train de mettre en échec la plus grande coalition armée au monde. Donc les Africains sont capables de le faire. L'ONU, De Gaulle avait appelé ça ce machin. Il avait raison. L'ONU est une caisse de résonance des États-Unis. Et quand ils n'en veulent pas, on ne passe pas par l'ONU, on peut agresser un État sans passer par les Nations Unies. On l'a vu à plusieurs reprises. Dans le cas de l'Irak, on l'a vu. C'est-à-dire à un moment, il y a des résolutions otanesques pour envahir des États sans passer nécessairement par les Nations Unies. Ou parfois on essaie d'aller chercher un consensus bidon entre guillemets pour justifier une guerre qui a été décidée bien avant et qu'on peut mener avec ou sans l'approbation des Nations Unies. Justement, dans le cas de la Syrie, on parle d'une question morale, d'éthique. C'est toujours ça. Pour passer à côté du droit international. Effectivement. Le problème avec les élites occidentales, c'est qu'ils ont une manière d'universaliser les valeurs, ou entre guillemets la morale. Et ce sont eux qui peuvent décider en fait qu'est-ce qui est moral ou pas. Quand ils tuent ou quand Israël tue des enfants palestiniens, ça c'est pas moral. Ou quand on tue des gens en Afrique, non, ça c'est bon, on peut s'en passer. Et quand il s'agit d'agresser un État, on trouve des prétextes bidons. On dit, bon, il y a une question de moralité, il y a une question de valeur, entre guillemets, démocratique, soit disons pour essayer d'apporter la démocratie dans des États qui sont peut-être plus anciens, qui ont des civilisations beaucoup plus anciennes que plusieurs civilisations occidentales. Donc l'Occident est mal placé pour donner de leçons de démocratie à des États comme la Syrie, qui est une civilisation très ancienne.
voyez-vous. Puis les missions, vous parlez justement aussi des missions de la paix, comme quoi, dans le fond, oui, c'est pour obscurcir les tout à fait, c'est pour objectifs. Tout à fait, parce que quand vous regardez le concept de casque bleu, ce sont les Canadiens, c'est le Premier ministre Lester B. Pearson qui l'a soulevé pour la première fois. Mais quand vous analysez très bien les événements, vous vous rendez compte que, au fond, ce n'était pas pour mettre, en fait, la mise en place d'une mission de maintien de la paix. Ce n'était pas pour maintenir la paix. C'était en fait la mise en place d'une force en apparence neutre, mais qui, en sous-main, allait servir des intérêts occidentaux. Mais pourquoi une force en apparence neutre? Pour ne pas susciter la méfiance des soviétiques. Quand vous analysez en fait les événements, c'est ça. Vous ne trouverez aucun pays dans le monde où les casques bleus sont intervenus et qu'il y a la paix, ou qu'il y a même un semblant de paix, on n'a pas. Si vous regardez dans le cas du Rwanda, les casques bleus ont participé à l'assassinat de 2 chefs d'État, les casques bleus qui étaient commandés par le général Dallaire. Si vous regardez dans le cas du Congo, nous avons la plus grande mission des Nations Unies aujourd'hui au Congo. Mais on viole des centaines de femmes à quelques mètres du campement des Nations Unies, les casques bleus, et même les mêmes casques bleus se sont retrouvés à piller le pays comme les agresseurs. En 60, nous avons parlé de l'assassinat de Lumumba, ça s'est fait avec l'aide des casques bleus des Nations Unies. Donc, à un moment donné, il faut se poser des réelles questions. Vous avez le cas du Soudan, où il y a une mission des Nations Unies, il y a des casques bleus dans le cadre de la MINUAD. Et le Rwanda a déployé des armes dans le cadre de cette mission. Mais sachant que le Rwanda est un sous-traitant des États-Unis d'Israël, on peut aisément comprendre que le Rwanda sert en fait des yeux et des oreilles des puissances occidentales, notamment des États-Unis, qui cherchent à tout prix à déstabiliser le Soudan. Donc, cette histoire de maintien de la paix, c'est juste pour endormir les esprits, certains esprits faibles, et obscurcir des politiques déstabilisatrices souvent inavouées dans les zones stratégiques. dont le but, dans le fond, c'est de contrôler. Oui, c'est toujours dans le but de contrôler. Vous avez le maintien de la paix, on nous dit le maintien de la paix, maintenant on nous parle de responsabilité de protéger. Peut-être que demain, on ne sait pas ce qu'on va nous pondre. Ces gens ont tellement d'imagination qu'ils nous sortiront une autre bêtise et qu'on va nous vendre quand même pareil dans les médias et puis bon, ça va passer. Parler d'Israël, justement, on n'entend pas beaucoup parler de l'influence d'Israël en Mais Afrique. ça c'est encore beaucoup. Moi, ça m'inquiète parce que beaucoup d'Africains ne prennent pas conscience de l'importance ou de l'influence d'Israël dans plusieurs zones stratégiques en Afrique. Nous sommes encore dans ce discours, dans ce débat, dans cette histoire de France-Afrique, alors que depuis la fin de la guerre froide, les Français ont été surpassés par les Américains. Et Israël sert souvent de poisson pilote aux politiques, aux stratégies américaines dans plusieurs régions. Si vous arrivez en Côte d'Ivoire, Israël a joué un rôle très important dans le conflit ivoirien. Quand vous regardez même beaucoup d'États africains qui ont voté contre, qui se sont abstenus, quand il y a eu vote pour l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies, il y a des États africains qui sont abstenus. Et quand vous regardez ces États, ce sont des États qui font des affaires avec Israël. Mais Israël est là, fonctionne, évolue, souvent dans le domaine sécuritaire, mais aussi l'exploitation minière, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts aujourd'hui miniers israéliens dans la région, surtout dans l'exploitation du diamant. On les voit en Angola, ils sont au Congo avec Dan Gertler, le neveu du fondateur de la bourse de diamants de Tel Aviv, et on voit encore les Israéliens en Côte d'Ivoire, nous en avons parlé, et aujourd'hui, on parle aussi d'une certaine percée israélienne vers le Mali. Donc, malheureusement, on ne voit pas ça parce que dans la stratégie américaine, il faut continuer à ressasser cette histoire de France-Afrique. Alors que la France elle-même est devenue, en quelque sorte, un sous-traitant des États-Unis dans plusieurs zones de conflit. Justement au Mali. Justement au Mali, on l'a vu au Mali, et encore on le voit en Syrie aujourd'hui, où le soi-disant président normal, seul aujourd'hui à soutenir les États-Unis, alors qu'en fait les États-Unis s'en foutent pas mal parce que bon, s'il faut utiliser la France pour des intérêts américains ou avancer les cartes, on va utiliser la France. Mais c'est toujours les Américains qui gardent la mise. Vous avez le cas de la Libye. On a beaucoup parlé du rôle de Sarkozy, se présentant héros, alors qu'on a regardé de très près, tout s'est fait sous la coordination du Pentagone et de l'Africain. Est-ce que c'est un peu une façon pour les Américains
de s'effacer, de rester dans l'ombre. Ils s'effacent et ça marche parce que quand vous regardez comment les Africains réagissent, les Africains pensent que l'impérialisme américain est meilleur que l'impérialisme français, surtout les Africains qui vivent dans la zone franc, donc les anciennes colonies françaises. Ils ont toujours le discours sur la France-Afrique, alors que dans toutes ces régions, dans tous ces pays aujourd'hui, ce sont des intérêts américains qui sont installés et en arrière-plan, il y a aussi des intérêts israéliens. La Côte d'Ivoire, qui était le fleuron de la France-Afrique, l'a clairement démontré. Et les Américains jouent bien cette partition. Donc, aussi longtemps que les Africains parleront de France-Afrique, eux pourront avancer leurs cartes subtilement dans plusieurs zones de conflit. Ils vont militariser le continent, puisque ça a commencé avec l'assassinat de Kadhafi. Ils sont en train de militariser tout le continent, y compris les soi-disant zones qu'on appelait le pré-carré français. Avec Africom, je parle. Avec Africom, effectivement, parce qu'on sait que l'année prochaine, il y aura, je crois, 35 000 hommes de troupes américains qui seront déployés dans le cadre d'Africom dans plusieurs pays africains. Aux gens qui étaient heureux de voir la France intervenir au Mali, qu'est-ce que je veux dire, la situation malienne est tellement complexe parce que d'abord il y a un coup d'État injustifié, puisqu'il y avait des élections qui devaient avoir lieu dans un mois. Il y a un coup d'État. Et qui fait le coup d'État? C'est un officier formé par des Américains. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la situation pourrir. Et il y a des djihadistes, soi-disant des terroristes, qu'on n'aime pas au Mali, mais qu'on adore en Syrie et en Libye, qui évoluent. Et après, la France qui intervient, avec l'aide des Canadiens. Et surtout, il fallait un feu vert américain. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une situation, parce que là, le Mali, on ne sait même plus où ça va, là, cette situation. Il y a même eu des élections et tout. En fait, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ceux qui ont soutenu l'intervention de la France doivent se poser des questions, encore une fois. Mais pourquoi le dirigeant, pourquoi il y a eu un coup d'État? Non, mais il y a, moi, je pense, depuis la déstabilisation de la Libye, il y a une politique de militarisation du continent africain. Mais est-ce que le dirigeant qui était, j'ai oublié son nom, le dirigeant qui était... ATT, qu'on appelle ATT. Ouais. Est-ce qu'il n'était pas supposé, lui, d'être à la tête de justement une espèce de... Je ne sais pas si c'était une armée africaine, en tout cas, il y avait quelque chose... Tout à fait. Et d'abord, il ne faut pas oublier qu'il fait partie des gens qui ont quand même résisté à la percée d'Africom. Il faut le dire. Là. Il a beaucoup résisté. Est-ce que ce serait une des raisons, justement? Oui, il avait résisté à la percée d'Africom. Et il était très proche de la Libye. Hein. Quand vous savez tout ce que la Libye a fait au Mali, les investissements libyens au Mali, je pense que ça passe de tout commentaire. Mais l'Afrique va faire face à des déstabilisations des régimes qui sont réfractaires à accepter la mainmise américaine. La Libye, le Mali, et même en Centrafrique, même si ce monsieur n'était pas trop bon dans la gestion de l'État, il n'empêche qu'en faisant appel aux Chinois, il a hérité les Américains. Et il a dit quelque chose, il a dit, des problèmes ont commencé quand on a commencé à traiter avec les Chinois. Et aujourd'hui, nous savons par exemple que dans le cadre de la campagne Kony qui a eu lieu, les Américains avaient déployé des forces spéciales dans cette région. Donc la région de la Centrafrique et le Congo pour soi-disant traquer Kony. Donc nous assistons actuellement à la militarisation du continent africain pour barrer la route à la Chine, qu'on n'apprécie pas trop et qui a des milliards à investir sur le continent. C'est très clair tout ça. Mais on n'en entend jamais parler dans les médias. Non, pas du tout, parce que les médias ne sont pas là pour nous dire la vérité. Ils sont là pour nous dire ce qu'aiment les élites. En fait, ils sont là pour nous transmettre le message des élites. Ça, nous devons le savoir. Voilà. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je dirais simplement, d'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour le travail que vous abattez. Ce n'est pas évident, hein, dans cet océan de faiseurs d'opinion. Essayez de tenir comme vous le faites, quand on sait qu'aujourd'hui, il est facile d'indexer les gens de conspirationnistes. Facilement, vous pointe du doigt, vous êtes conspirationniste, alors que les conspirationnistes sont ceux qui fomentent des complots. Et cela se trouve du côté des élites et de leurs sous-traitants médiatiques que sont les journalistes ou les journaleux, si on peut dire ça comme ça. Mais ces complots-là sont permis. Et ces complots-là sont permis. Voilà. Ben, merci. C'est moi qui vous remercie.